Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. À partir du 19 avril, mardi prochain donc, il sera possible d'utiliser une plateforme nommée Clickodoc. Sur les 12 candidats en lice pour l'élection présidentielle, 8 n'ont pas recueilli les 5% des suffrages permettant d'obtenir le remboursement maximal de leurs dépenses électorales. La DARPA est en liquidation judiciaire avec une dette de 9 millions d'euros. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Bientôt le deuxième tour des élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique à la candidate ou au candidat qui sera élu ? Retrouvez en fin de journal le savoir et réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule « Questionner la société civile ». Les particules fines produites essentiellement par la vie dans les villes et par la sécurité routière sont responsables de 6 à 11% de la mortalité par cancer du poumon. Il n'y a donc pas que le tabac qui provoque le cancer du poumon, même si, c'est vrai, il en est et de loin la première cause. L'air aujourd'hui est moyen. L'acte le plus emblématique de la démocratie est incontestablement le vote. Or, les Martiniquais ne vont pas voter. On peut bien entendu tenter de donner à cette attitude 1000 explications. Reste que la démocratie est un système qui doit souvent se battre pour s'imposer. Peut-elle décider de rendre le vote obligatoire ? La question mérite d'être posée car voter est incontestablement un pas important vers la responsabilité. Bruno Nestor Azero est le premier homme politique d'importance en Martinique à avoir clairement affiché son soutien sans réserve à Emmanuel Macron pour le deuxième tour des élections présidentielles. À propos de la grève qui a été menée par le personnel de l'ONF, l'Office national des forêts, et qui s'est terminée vendredi dernier, la CGTM nous a fait parvenir un communiqué dans lequel on peut lire notamment: Suite à nos échanges avec la CTM et le préfet sur notre plateforme revendicative, nous avons obtenu la prolongation de 4 contrats à durée déterminée jusqu'à fin décembre. Un groupe de travail sera mis en place pour pérenniser ces 4 CDD et le maintien des effectifs d'ici le 30 juin 2022. Nous remercions la presse locale d'être venue à nos différentes rencontres et d'avoir relayé les informations afin que la population martiniquaise et les élus locaux soient au courant de ce qui se passe au sein de l'ONF. Nous voulons aussi remercier la CGTM parce qu'en général, à l'issue des grèves, les syndicats font rarement savoir à la presse ce qu'ils ont obtenu. Au dernier moment, à la barre même du tribunal, alors que les salariés de l'ADARPA avaient la quasi-certitude que le tribunal allait attribuer leur entreprise à la société française avec, un repreneur guadeloupéen et un repreneur martiniquais se sont associés pour faire une nouvelle offre. Rappelons que l'ADARPA est en liquidation judiciaire avec une dette de 9 millions d'euros. Affaire à suivre donc. On ne sait pas quelle sera la stratégie du parti Les Républicains en Martinique pour aider Valérie Pécresse, qui a déclaré être en très grande difficulté financière, non seulement au niveau du parti, mais également à titre personnel. Les vacances de Pâques ont commencé et il faut occuper les enfants. Le CDST, le Centre de découverte des sciences et de la Terre, a ainsi remis en place les mercredis de l'air en collaboration avec Madininer. Il s'agit en réalité d'un jeu qui consiste à lutter contre la pollution à l'intérieur des maisons. Curieusement, en Martinique, c'est le communiste Fabien Roussel qui fait le plus petit score aux élections présidentielles, avec 0,61% des voix.
Voilà qui doit sérieusement interpeller le Parti communiste martiniquais. Décidément, les motards paient un lourd tribut à leur passion, car c'est souvent sur ce mode-là, le mode de la passion, qu'ils vivent ce moyen de locomotion. Un de plus l'a payé de sa vie, c'était ce matin, mardi 12 avril, à 1h20 au niveau de la Galéria, dans le sens Lamentin, Fort-de-France. Il avait 36 ans, il a heurté une voiture légère et malgré son casque, il est décédé avant même l'arrivée des secours. Que Dieu le garde. Nous avons reçu de la CGTM la déclaration suivante. Lors d'une conférence de presse, la population a découvert les images et les conséquences d'un acte ignoble commis sur des agents de sécurité en activité au CHUM de Fort-de-France. En effet, alors qu'ils avaient pour mission de contrôler l'accès à une salle de réunion, ils ont été victimes d'un jet de produits liquides qui a provoqué de graves blessures, notamment aux yeux. Cet acte de violence, dont on voit les dommages graves et peut-être irréversibles provoqués, ne correspond en rien aux valeurs et aux traditions du mouvement ouvrier. La CGTM condamne fermement cet acte commis à l'encontre de travailleurs sur leur lieu de travail, constatant qu'après l'intervention musclée des forces de répression le 15 octobre 2021 contre les travailleurs du CHUM, ce sont d'autres travailleurs, des agents de sécurité en l'occurrence, qui sont cette fois victimes d'actes de violence sur le même site dans le cadre de leur activité. Ils exigent que soit mis un terme immédiat aux sanctions injustes qui pénalisent les agents du CHUM et qui sont à l'origine de la persistance d'un climat de tension. Elle apporte son soutien aux agents victimes de cette agression. Fin de citation. Voilà donc une agression dont on parle beaucoup. Cependant, aucune information n'est donnée quant aux auteurs de cet acte qui s'est déroulé en pleine journée, devant forcément plusieurs témoins. Nous vous le disions, à partir du 19 avril, mardi prochain, donc, il sera possible d'utiliser une plateforme nommée Clicodoc, une plateforme numérique, pour prendre rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Martinique avec les services d'urologie et de diabétologie. Cette plateforme va connaître une phase de lancement qui va durer 6 mois, puis elle va permettre d'avoir accès aux services d'orthogénie et de néphrologie. Concrètement, le patient va pouvoir prendre rendez-vous, le confirmer ou l'annuler directement sur le site www.clicodoc.com ou sur l'application mobile. Cet outil va permettre de décharger les secrétariats et de simplifier l'adressage de patients par la médecine de ville aux confrères hospitaliers. En Martinique, il y a 14 magistrats en poste. S'il fallait respecter les normes européennes, ils seraient 42. Nous vous l'avons signalé, la bibliothèque Schellcher a rouvert ses portes, fermées depuis 5 mois. Un certain nombre de manifestations y sont déjà programmées. Malgré l'urgence climatique, ce sont avant tout des considérations économiques qui continuent à guider les dirigeants politiques. Les pays du G20 ont largement subventionné les secteurs des énergies fossiles pour amortir le choc de la pandémie, d'autant que la reprise économique s'est accompagnée d'une forte demande de charbon et de gaz. Dans beaucoup de pays, les énergies fossiles ont même reçu plus de soutien financier que les énergies propres. En effet, qui dit relance économique, dit aussi production et consommation d'énergie. Du coup, les plans de relance des 20 pays les plus riches du monde allouent 311 milliards d'aides directes ou indirectes aux énergies fossiles. Qu'il s'agisse de soutenir une compagnie pétrolière en Inde, d'apporter une aide de l'État à la construction de plusieurs aéroports régionaux au Canada ou au secteur aéronautique en France, tous ces projets très énergivores entraînent d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, l'aide dont ils bénéficient n'est assortie d'aucune conditionnalité environnementale. Quant aux mesures de soutien au secteur utilisant ou cherchant à promouvoir les énergies propres, comme la construction de voitures électriques, par exemple, elles se chiffrent à 278 milliards de dollars. Par ailleurs, 68 milliards sont consacrés à des mesures de soutien à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables bas carbone, avec un faible impact sur les écosystèmes solaires, éoliens, petites centrales hydroélectriques, hydrogène produit avec des renouvelables, mais aussi production et utilisation de vélos ou réutilisation d'infrastructures pédestres et cyclistes. On est donc encore loin de la révolution énergétique, pourtant nécessaire puisque le réchauffement climatique, lui,
n'attend pas. Concernant les mouvements au sein du personnel dans l'Académie de Martinique, des mouvements qui sont désormais connus, Jocelyn Présent, secrétaire académique du SNETA-FO, entre beaucoup d'autres choses, dit ceci. Comment comprendre qu'il y ait de nombreux postes vacants dans plusieurs disciplines et qu'on affecte nos jeunes enseignants à l'extérieur du territoire ou qu'on refuse de faire entrer ceux qui sont depuis de nombreuses années affectés dans des académies comme Versailles, Créteil ou Paris. Orange a présenté le jeudi 7 avril dernier ses dernières innovations technologiques lancées aux Antilles-Guyane. Elles sont nombreuses et inédites dans cette région. Elles sont toutes destinées à rendre les communications plus faciles et qualitativement meilleures. Comme à chaque échéance présidentielle et législative, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, lance une étude sur la participation électorale qui vise à connaître de façon précise les habitudes de vote. Pour ce faire, la participation au vote sera relevée par des agents de l'INSEE sur les listes d'émargement qui sont mises à la disposition du public dans les préfectures durant les 10 jours qui suivent le scrutin. À partir du répertoire électoral unique tenu par l'INSEE, l'Institut a sélectionné au hasard 35 000 électeurs au niveau national et 1200 au niveau de la Martinique. Ainsi, cette collecte permet des études statistiques sur le taux de participation selon l'âge, le sexe et d'autres caractéristiques des électeurs, obtenues grâce au rapprochement avec les informations recueillies lors des recensements. Il est donc totalement impossible d'identifier les préférences politiques des électeurs. Seule la participation au vote sera connue lors des élections précédentes. Ces études ont permis de mesurer le vote intermittent, c'est-à-dire que le vote ne s'effectue qu'à certains tours des élections, la participation systématique, vote à tous les tours, et enfin l'abstention systématique. Par exemple, en 2017, 14% des personnes inscrites sur les listes électorales françaises n'ont voté à aucun des scrutins nationaux qui ont eu lieu cette année-là, présidentielle et législative confondues. En Martinique, cette abstention systématique concernerait 35,6% des personnes inscrites. Un tiers des électeurs n'ont pas voté en 2017. Participation électorale en Martinique. Le maire du Saint-Esprit, Fred Michel Thirault, n'appelle pas à voter Emmanuel Macron. Il affirme que le choix est difficile. Il n'appelle pas non plus à l'abstention. Jean-Luc Mélenchon n'a pas clairement demandé de voter Emmanuel Macron, mais il a clairement demandé 3 fois de ne pas voter Marine Le Pen. Il sera intéressant de voir si dans les régions ultra-périphériques de la France, il a été entendu, surtout celles où Emmanuel Macron a été devancé par Marine Le Pen. Les 524 pages du rapport Orpea mis en ligne par le ministère de la Santé sont accablantes. 20% des EHPAD français appartiennent à des entreprises privées, souvent cotées en bourse. Elles doivent donc présenter des profits toujours plus élevés pour satisfaire les actionnaires. Parmi elles, le groupe Orpea, qui compte environ 14 000 salariés en France pour 228 EHPAD, hébergeant près de 30 000 personnes. Le rapport pointe l'opacité du mode de gestion d'Orpea et regrette le manque de suivi comptable précis. Voici un exemple concret des déviances constatées. Fin 2021, Orpea a obtenu de ses fournisseurs des remises pour des achats pourtant financés par des fonds publics. Ces ristournes ont permis au groupe d'enregistrer 20,1 millions d'euros d'excédents sur cette période. L'argent public restant risque du coup d'être distribué aux actionnaires sous forme de dividendes, ce qui est un comble. Cette course à l'excédent est d'ailleurs récurrente, puisqu'entre 2017 et 2021, les objectifs de dépenses prévisionnelles d'Orpea ont toujours été inférieurs aux forfaits soins et dépendances auxquels ces établissements ont droit réglementairement. Le rapport dévoile aussi l'existence d'un système de primes allant jusqu'à 6 000 euros par an, ainsi que de bonus annuels perçus par les directeurs d'EHPAD qui accordent un point dominant aux indicateurs financiers. Les rapporteurs ont donc dû constater que le pilotage d'Orpea donne la priorité à la performance financière. Selon les rapporteurs, au sein du groupe Orpea, la gestion du personnel apparaît plus dégradée que dans la moyenne du secteur des EHPAD. En outre,
11% des EHPAD du groupe dépassent régulièrement la capacité d'accueil autorisée. Le rapport dénonce également le caractère insincère des documents financiers obligatoires transmis par les EHPAD d'Orpea aux organes de tutelle. Forte de ces conclusions, 80 familles ont déjà saisi la justice pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, homicide involontaire, violence par négligence et vol. Cette année, 134 étudiants martiniquais passent les concours de ce que l'on appelle les grandes écoles, polytechniques, les mines, centrales et d'autres. Pour éviter toute fraude qui pourrait intervenir du fait du décalage horaire, ils sont confinés depuis plusieurs jours dans un endroit à Clairières où ils dorment, mangent et passent leurs épreuves. Souhaitons-leur bonne chance. Sur les 12 candidats en lice pour l'élection présidentielle, 8 n'ont pas recueilli les 5% des suffrages permettant d'obtenir le remboursement maximal de leurs dépenses électorales. Plus de la moitié des candidats à l'élection présidentielle n'ont pas recueilli 5% des suffrages et n'ont donc pas droit au montant maximal du remboursement de leur campagne. Sur 12 personnalités, 8 sont restées en dessous de ce seuil, contre seulement 6 en 2017. Malgré ces résultats, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Philippe Poitou et Nathalie Arthaud recevront tout de même quelques centaines de milliers d'euros pour rembourser leurs frais de campagne. Concrètement, depuis 2007, une seule autorité administrative indépendante est chargée de vérifier les dépenses de chaque candidat. Il s'agit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Selon l'organisme, les plafonds de dépenses autorisés s'élèvent respectivement à 16 851 000 euros pour les candidats présents au premier tour et à 22 509 000 euros pour les 2 candidats présents au second tour. Ils ont tous la possibilité de demander un remboursement 2 mois après l'élection via une plateforme en ligne. Le montant de ce remboursement dépend du nombre de voix recueillies. Si les personnalités ont plus de 5% des suffrages au premier tour, elles reçoivent un remboursement de 8 millions d'euros, soit 47,5% du plafond des dépenses. Pour les 8 candidats en dessous des 5%, l'aide financière est nettement moins importante. Elle représente ainsi 4,75% du plafond des dépenses, soit l'équivalent de 800 000 euros. Cette somme paraît dérisoire face aux quelques millions d'euros dépensés par certains partis. Celui de Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, ayant remporté 4,58% des suffrages, doit ainsi rembourser 6 millions d'euros. Dès les résultats du premier tour, le candidat a indiqué, citons-le, que l'écologie a besoin de votre soutien financier pour finir ses combats. Fin de citation. De son côté, Valérie Pécresse a tiré la sonnette d'alarme en appelant les Français à une aide d'urgence pour boucler le financement de sa campagne, faisant état d'une situation critique du parti Les Républicains qui ne sera pas remboursé de 7 millions d'euros de frais. La candidate a également déclaré être endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Il y va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. C'est ce qu'elle a déclaré devant la presse depuis le siège du parti, un parti qui a obtenu, rappelons-le, 4,79% des voix ce dimanche. Le monde de l'hôtellerie et de la restauration est content. La levée complète de l'urgence sanitaire lui permet enfin d'exercer son métier au bout de presque 3 ans, si on compte en saison touristique. Mais il est en même temps désolé car il observe que tout ayant augmenté, il devra afficher des prix plus élevés. Pour ce monde-là, l'idéal serait que les aides qui lui ont été allouées pendant la pandémie soient prolongées. La lauréate de la bourse Paille, nous vous l'avons signalé, s'appelle Audrey Bello. Elle fabrique des produits cosmétiques de la marque Atinga. Sa spécialité, ce sont des produits capillaires. Récemment, sous les feux des projecteurs, elle est apparue soit avec des cheveux
très court à la garçonne, soit avec de longues nattes rajoutées. Notons que la bourse paille lui a permis de gagner 30 000 €. Le deuxième prix de cette bourse a été attribué à Dina Lugeri, qui fabrique des bougies, les bougies aimées. Elle a reçu 14 500 €. Le troisième prix a été remporté par Julien Burlet, fondateur de Fontaine Island, qui propose des cosmétiques naturels issus de plantes et arbres fruitiers locaux pour traiter la peau. Il a reçu, lui, un chèque de 13 400 €. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.